Alors, toujours dans le morphoplasme, on a ce qu'on appelle l'appareil Golgi aussi. Nous avons vu d'abord le réticulum endoplasmique. Là, nous allons voir l'appareil de Golgi. Alors, l'appareil de Golgi, il faut savoir d'abord que le cytoplasme, c'est une sorte d'usine en quelque sorte. C'est-à-dire l'ensemble des composants ou bien des organes qui se trouvent au niveau du cytoplasme, on peut l'assimiler à une usine. Au niveau de l'usine, on a des composants qui produisent, on a des composants qui font ce qu'on appelle l'ensachage, qui les met dans le sachet. On a aussi un compartiment qui produit l'énergie. Donc tout ça, on le retrouve en quelque sorte au niveau du cytoplasme. Alors là, il s'agit de l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi, il est constitué, comme vous voyez ici, ce sont des saccules qui sont aussi superposés et on les appelle des dictéosomes. Est-ce que vous voyez, l'ensemble est composé de dictéosomes. On a aussi ce qu'on appelle les vésicules. Voilà, les vésicules golgiennes. Est-ce que vous voyez? Donc, l'appareil de Golgi a pour rôle d'abord de récupérer les vésicules de sécrétion qui sont issues du réticulum endoplasmique. Est-ce que vous voyez? Lorsque le réticulum endoplasmique a produit, soit par exemple la protéine qui est produite au niveau du réticulum endoplasmique, il va être transporté par les vésicules de transition. Ces vésicules, que l'on appelle vésicules de sécrétion, vont venir déverser leur contenu au niveau de la partie concave des dictéosomes qui se trouve au niveau de la partie supérieure de l'appareil de Golgi. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'il déverse ces produits, ce produit peut être, par exemple, la protéine. Alors, cette protéine-là, elle va être d'abord stockée au niveau de ces canaux. Est-ce que vous voyez? Elle va être complétée et spécifiée. C'est-à-dire, lui donner un rôle, lui attribuer un rôle que cette protéine va jouer dans le cytoplasme. Cette protéine peut-être soit peut rester au niveau de la cellule ou peut-être déversée en dehors de la cellule par exocytose. Est-ce que vous voyez? Alors, en quelque sorte, nous allons dire que lorsque cette produit est retenue ou bien par endocytose, elle va être complétée d'abord, elle va être aussi spécifiée et mettre dans ce qu'on appelle des vésicules golgiennes. Alors ces vésicules golgiennes vont les transporter dans leur lieu selon leurs différentes fonctions. Par exemple, lorsque la protéine elle est mise dans une vésicule dite grain de zymosome. Est-ce que vous voyez, lorsque le grain, la protéine est mise dans une vésicule de sécrétion ou grain de zymosome, ce grain-là va ce grain-là va transverser le hyaloplasme et déverser son contenu au niveau du sang. Par exemple, pour ce cas-là, on a ce qu'on appelle les hormones ou bien les anticorps, parce qu'eux aussi, ils sont constitués de protéines. Ou bien, ils déversent son contenu au niveau des canaux de sécrétion. On peut avoir, pour le cas des enzymes digestives en quelque sorte. Donc, comme vous le savez, les protéines se trouvent partout en quelque sorte. Voilà. Maintenant, nous allons voir un exemple de ces sécrétions, en l'occurrence le lysosome. Alors, le lysosome, lui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est issue du réticulum endoplasmique granulaire, autant pour moi, de l'appareil de Golgi. Est-ce que vous voyez? Ce lysosome-là, il ne va pas être exocyté, c'est-à-dire déversé en dehors de la cellule. Non, il reste dans la cellule et a un rôle crucial. Est-ce que vous voyez? Le rôle du lysosome, c'est de, on peut dire, digérer les organes vieillissantes ou les corps étrangers qui sont captés par endocytose. Donc ça, c'est le rôle des lysosomes qui sont issus de l'appareil de Golgi. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc nous allons voir une autre organite autant pour moi, en l'occurrence la mitochondrie qui est une organite très importante de la cellule. Alors comme je le disais tantôt, au niveau de la cellule, on peut l'assimiler à une usine. Donc si on l'assimile à une usine, c'est la mitochondrie qui est le siège, en fait, le fournisseur d'énergie. Cette mitochondrie-là, c'est le lieu de la respiration cellulaire. Est-ce que vous voyez?
je vais faire une petite une explication qui est brève. Supposons, lorsque je me réveille le matin, je prends du pain ainsi que ces éléments, du pain, de lait, ainsi de suite. Donc, je peux dire que j'ai mangé ou bien j'ai digéré du glucose. Alors, ce glucose-là, grâce à l'oxygène que je respire, est-ce que vous voyez? Glucose, c'est C6H12O6. Ça, c'est la formule du glucose. Est-ce que vous voyez? Donc, grâce à l'oxygène que je respire, cet oxygène-là va venir jusqu'au niveau de la cellule. Et il va, grâce à une réaction avec cette molécule, on aura ce qu'on appelle du CO2 plus de l'eau et enfin plus de l'énergie. Est-ce que vous avez compris? Et cette réaction-là se fera au niveau de la mitochondrie. Alors, on a de l'eau, on a du CO2 qu'on va après rejeter par expiration. Est-ce que vous voyez? Et on a ce qu'on appelle cette énergie-là. Alors, c'est cette énergie qui est cruciale, que la cellule utilise, que le tissu utilise, que l'organe utilise, enfin que l'organisme utilise. Est-ce que vous avez compris? Alors, cette énergie-là ne va pas être libre comme ça dans la nature. Dans la nature cellulaire. Non, dans le milieu cellulaire. Il va être utilisé sous forme de stock grâce à une molécule que l'on nomme ATP. Est-ce que vous voyez? Comment on obtient cette molécule? D'abord, on a de l'ADP. ADP. Adénosine diphosphate. Adénosine diphosphate. Puis cette énergie-là qu'on a eu après oxydation du glucose, est-ce que vous voyez? On aura ce qu'on appelle de l'ATP. Et c'est cet ATP-là qui va être conservé par la cellule et qui va être utilisé en cas de besoin. Lorsque la cellule a besoin de l'énergie, elle prend cette molécule-là par une réaction qui est réversible. Est-ce que vous voyez? On va partir de l'ATP vers ADP et ainsi on aura ce qu'on appelle notre énergie que la cellule va utiliser. Donc, c'est ça le rôle de la mitochondrie qui est crucial au niveau de la cellule. Donc, pour faire la description de la mitochondrie, elle est constituée d'une membrane, une membrane constituée de deux feuillets, vous voyez, feuillet externe, feuillet interne. Et elle est constituée aussi de ce qu'on appelle des crêtes, c'est ça, les crêtes mitochondriales. Mais également, cette membrane, cette mitochondrie autant pour moi, a ce qu'on appelle de l'ADN. Donc ça, il s'agit de l'ADN mitochondrial. Toutes les cellules, excepté les bactéries anaérobies, ont cette micro-organisme. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça en quelque sorte, ont cette mitochondrie autant pour moi, cette organisme. Donc c'est ça le rôle de la mitochondrie. Alors, nous allons voir d'autres organismes qui se trouvent au niveau du morphoplasme et qui constituent le morphoplasme autant pour moi. Donc on a les plastes. Donc comme je le disais tantôt, il y a pas mal d'organismes au niveau du cytoplasme. Alors, nous allons parler des plastes autant pour moi, de centrosome, du vacuole. Alors nous allons parler de manière brève parce que nous ne voulons pas tirer en longueur. Donc pour les plastes ne se trouvent qu'au niveau des cellules végétales. Alors, les plus connus sont les chloroplastes. Les chloroplastes que j'ai essayé de synthétiser ici avec leurs granules, voilà, leurs sapines qui se trouvent là. Est-ce que vous voyez? Donc, avec le support-là qu'on nomme stroma. Alors, le chloroplaste, il contient ce qu'on appelle le chlorophylle. Et cette chlorophylle-là, qui permet aux cellules végétales de produire leur propre nourriture. En fait, la sève nourricière se fait au niveau de la chloroplaste. Qui est différent, ce qui les diffère des cellules animales, vu que la nourriture des cellules vient de l'ingestion d'aliments
de l'organisme. Est-ce que vous voyez? On a aussi ce qu'on appelle les centrosomes. Les centrosomes, ce sont des cellules, autant pour moi des organites, qui se trouvent qu'au niveau des cellules animales. On ne les verra pas au niveau des cellules végétales. Alors ces centrosomes-là, comme je l'ai essayé de schématiser ici, ils sont constitués de 2 centrioles. Est-ce que vous voyez? Ces centrosomes, la plupart du temps, ils sont enveloppés par les nucléosomes du réticulum de l'appareil de Golgi en quelque sorte, et se trouvent à côté du noyau. Est-ce que vous voyez? Alors, le rôle de ces centrosomes, c'est de permettre à la cellule de se diviser en quelque sorte. Parce que c'est ces centrosomes qui vont former les astères, qui vont se mettre dans des pôles différents. Est-ce que vous voyez? Et permettre à l'ascension polaire des chromosomes. Donc là, on va le voir lorsque nous allons faire la division cellulaire. Est-ce que vous voyez? Et ces centrosomes-là permettent aussi à la cellule, lorsqu'elle va faire de ce que lorsque la cellule va faire ses cils, c'est-à-dire lorsque nous allons faire les mouvements cellulaires, nous allons étudier ce qu'est les cils, les flagelles aussi. Donc, ce sont ces centrosomes qui sont à l'origine de ça, qui permet à la cellule d'obtenir ces cils, bien ces flagelles. De même que les microfilaments qui constituent en quelque sorte ce qu'on appelle la cytosquelette de la cellule. Est-ce que vous voyez? Et en dernier lieu, on a ce qu'on appelle le vacuole. Alors, le vacuole, il est grandement visible au niveau de la cellule végétale. On ne dit pas qu'on n'a pas de vacuole au niveau de la cellule animale. Mais elle peut être absente quand même au niveau de la cellule animale. Alors, ces vacuoles-là, ils permettent de supporter ou bien de contenir les produits qu'a besoin le cytoplasme. Est-ce que vous voyez? Parfois, ils régulent la pression osmotique, les échanges d'eau entre la cellule autant pour moi et le milieu extérieur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce sont ces différents organites qui constituent en quelque sorte le morphoplasme, qui, je vous disais tantôt, peut être assimilé à une usine. Et dans une usine, on a différents composants, bien différents comportements, et chaque comportement avec ses différentes fonctions et rôles qu'il joue au niveau de l'usine. Alors, à présent, nous allons voir ce qu'on appelle le noyau. Je vous avais dit tantôt que le noyau n'est pas un organite. Est-ce que vous voyez? Il ne fait pas partie du morphoplasme qui se trouve au niveau du cytoplasme. Non, le noyau, bien qu'il se trouve au niveau du cytoplasme, mais n'est pas un organite, c'est un composant à part entière, un composant essentiel à la cellule. Alors, ce noyau-là, que j'ai essayé de schématiser, est-ce que vous voyez? Donc, on dirait bien même que ça, c'est une cellule animale, et non. Parce que quoi? Parce que vous voyez, au niveau de l'enveloppe nucléaire, elle est constituée par deux feuillets, on peut dire, externe et interne. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça. Attendez. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la cellule animale. Ça, c'est le noyau. Donc, la cellule animale, avec son noyau. Donc, c'est ce noyau-là que j'ai agrandi ici. Est-ce que vous voyez? Elle est là. Donc, ça, ce n'est pas une cellule animale. Il faut bien faire la différence. Alors, pour la cellule animale, la membrane cytoplasmique n'est pas durable, comme ici. Est-ce que vous voyez? Alors, on a là l'enveloppe nucléaire. On a aussi ce qu'on appelle ici, ce qui est assimilable au cytoplasme, mais ce n'est pas du cytoplasme, c'est le nucléoplasme. Est-ce que vous voyez? Et en fait, cet élément-là qui est assimilable à un noyau, et non, il se trouve dans le noyau, donc c'est un nucléo que j'avais même oublié d'annoter. Donc ça, c'est un nucléo. Est-ce que vous voyez? Maintenant, cette enveloppe nucléaire, elle est percée de pores. Est-ce que vous voyez? Elle est percée de pores. C'est grâce à ces pores-là que le noyau est en communication avec son cytoplasme. Est-ce que vous voyez? Au niveau du nucléoplasme, pas mal de trucs vont s'y opérer qui seront en continuité au niveau du cytoplasme. Alors, pour connaître le rôle du noyau, nous allons essayer de faire certaines expériences afin d'en tirer des conclusions et donner ainsi le rôle du noyau. Voilà. Donc, pour comprendre le rôle du noyau, nous allons faire une expérience. C'est l'expérience de Merotome, ou bien des expériences, mais en premier lieu, l'expérience de Merotome. Alors,
l'élève en premier doit être en mesure de faire une bonne analyse et d'interpréter ou bien d'en tirer des conclusions. Alors pour faire une bonne analyse, il faut observer, bien observer et décrire ce qu'on observe. Alors, ici, qu'est-ce qu'on observe? Nous observons une amie, c'est-à-dire un être unicellulaire. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'on sectionne cette amie, on obtient deux parties. Une partie qui est nucléaire, c'est-à-dire qui contient du noyau, et une partie qui est anucléaire, c'est-à-dire qui ne contient pas, qui est dépourvue de noyau. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, nous constatons aussi que la partie nucléaire régénère sa partie qui était amputée et reste vivante. Est-ce que vous voyez? Par contre, la partie qui est anucléaire, elle, dégénère et meurt. Donc, c'est ça, faire une bonne analyse. Maintenant, après avoir fait une analyse, on doit être en mesure de faire une interprétation ou bien de tirer une conclusion. Alors ici, l'interprétation que nous pouvons tirer n'est rien d'autre que le noyau est indispensable à la survie de la cellule. Est-ce que vous voyez? Donc ici, présence du noyau, la cellule vit autant pour moi, reste vivante, dépourvue de noyau, la cellule dégénère et meurt. Voilà, donc une autre expérience, une expérience basée sur les acétabulaires, donc ce sont des algues unicellulaires. C'est quoi un être unicellulaire? Un être unicellulaire, c'est un être qui est composé d'une seule cellule. Est-ce que vous voyez? Donc c'est possible. On peut avoir un être qui est constitué d'une seule cellule. Contrairement à l'être humain, par exemple, qui est constitué par des milliards de milliards et milliards de cellules, comme par exemple moi, je suis constitué de milliards de cellules. Par contre, on peut trouver un être différemment qui est constitué d'une seule cellule. Si nous prenons l'exemple, comme par exemple, on peut prendre le paludisme. Le paludisme, il est causé par un être unicellulaire, effectivement. Et cet être unicellulaire que l'on nomme Plasmodium falciparum, elle est tellement petite, mais elle cause pas mal de dégâts. Voilà. Alors, ici, nous avons deux acétabulaires, A et B. Est-ce que vous voyez? Ici, ces acétabulaires, elles sont différentes de par leur morphologie. Est-ce que vous voyez? Ici, on a un chapeau qui est rond. Ici, un chapeau qui est crénelé. Est-ce que vous voyez? Donc, si on fait deux sections, une section au niveau de la cellule de l'acétabulaire A et une autre section au niveau de l'acétabulaire B, on échange ces sections, c'est ce qu'on a fait. On a pris une partie de l'acétabulaire A qu'on a mis au niveau de l'autre partie de l'acétabulaire B qui est composé de noyau, parce que le noyau, si vous voyez ici, il se trouve sur la partie inférieure, c'est-à-dire en bas de l'acétabulaire. Est-ce que vous voyez? Donc, on a fait pareil avec l'acétabulaire B. On a pris une partie de l'acétabulaire B qu'on a posée sur la partie nucléaire de l'acétabulaire A. Est-ce que vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Nous remarquons que, ici, malgré la présence de l'acétabulaire, d'une partie de l'acétabulaire B, on a toujours cette même forme de chapeau. Est-ce que vous voyez? De même qu'ici, malgré aussi la présence d'une partie de l'acétabulaire A, on a toujours la même forme, c'est-à-dire la forme crénelée qu'on avait d'origine ici. Est-ce que vous voyez? Donc ça, on a fait notre analyse, et pour faire notre interprétation, on peut dire que le noyau détient les caractères qui codent pour, en fait, la morphologie. Est-ce que vous voyez? Donc ces caractères, elle est héréditaire, elle est transmise grâce au noyau de génération en génération. Donc là, on parle de génétique. Est-ce que vous voyez? Et ce noyau aussi permet aussi la régénération ou bien la production cellulaire. Parce que si vous voyez ici, la cellule a été amputée, elle est régénérée ici, de même qu'ici. Donc c'est comme on avait vu sur l'expérience sur la mérotomie de l'amine. Donc c'est le noyau. Cette noyau, elle est indispensable à la survie cellulaire parce qu'elle est responsable de la production cellulaire. Et de même que cette noyau
elle est responsable de la transmission des caractères héréditaires de génération en génération. Ainsi, on nous parle de génétique. Donc, de manière très détaillée, voici le rôle du noyau et son importance en fait dans la cellule. Voilà, donc c'était ça pour aujourd'hui. Et nous allons se voir dans nos différents cours pour essayer de parler de la division cellulaire ainsi que les mouvements cellulaires. Voilà, donc merci de votre aimable attention. À la prochaine.